moi, j'ai l'honneur et merci de présenter FCRIN aujourd'hui, en début de cette session. Donc, FCRIN est une infrastructure qui a été créée donc, il y a une dizaine d'années maintenant, hein, donc qui n'est pas toute récente. On a une certaine expérience dans le domaine en tant que levier de la recherche clinique en France. Alors, je vais vous parler déjà, vous décrire un petit peu ce qu'est cette infrastructure, sachant que finalement, FCRIN, c'est quoi? C'est un réseau, si je synthétise, un réseau de réseaux nationaux de recherche clinique. Voilà, c'est un groupe de réseaux. Alors, quelles sont les caractéristiques, hein? Donc, des mots importants ici inscrits. FCRIN a deux cibles complémentaires. La première, c'est fédérer, mettre ensemble, dynamiser l'excellence scientifique, médicale et méthodologique. Donc ça, c'est le premier point au niveau national, puisque nous sommes une infrastructure nationale. Et la deuxième cible complémentaire, c'est augmenter, dynamiser les capacités d'investigation, et tout ceci donc concentré sur des thématiques médicales ciblées, donc pas dispersées. Donc ces thématiques médicales ciblées, je vais vous les présenter tout à l'heure, dont le choix a été fait effectivement de structurer par thématique cet environnement de la recherche clinique plutôt que par spécialité médicale ou science. Ces thématiques médicales ciblées ont été retenues et doivent répondre à une condition, c'est qu'elles ne doivent pas être soutenues par d'autres plans nationaux ou actions spécifiques. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il y a certaines thématiques médicales comme le cancer, comme le vieillissement, qui bénéficient déjà fortement d'aide, hein, de plans, de financement. Et FCRIN, initialement, a reçu une enveloppe, certes intéressante, mais finalement, au regard de la recherche clinique, relativement faible. Et donc, le peu d'argent qu'on avait apporté n'aurait pas changé manifestement les choses au niveau de la recherche. Donc, on a choisi de sélectionner des thématiques qui, finalement, étaient prometteuses au niveau national, mais qui n'avaient pas de plan particulier pour être soutenues. Donc, les moyens financiers, vous les avez là. FCRIN a été créé dans le cadre du PIA, donc Grand Emprunt, en 2012 et a reçu 24 millions sur 8 ans, et un peu plus maintenant, 8 et 4, 12 ans, donc pour structurer ces thématiques médicales, auxquelles s'associe financement alloué par la DGOS de 3 750 000 sur 4 ans. Donc, comme vous voyez, des financements qui sont importants, hein, mais qui, au regard de la recherche clinique, sont relativement faibles. Deuxième raison pour laquelle FCRIN a été créé, FCRIN, c'est une composante d'une infrastructure européenne, qui est l'infrastructure ERLERIC ECRIN. Donc, je vous décrirai tout à l'heure ce que c'est. Donc, ça fait partie du deuxième pied, on va dire, de FCRIN et de la deuxième raison pour laquelle cette infrastructure a été financée en 2012. Alors, FCRIN s'appuie sur une gouvernance, et ça c'est très important, et cette gouvernance est fédératrice, et elle associe concrètement l'ensemble des acteurs de la recherche clinique française. Donc l'idée c'est effectivement de fédérer, d'associer, de désiloter. Donc de fait on doit effectivement associer tous les acteurs. Vous voyez que alors FCRIN est porté, on va dire hébergé, les financements sont hébergés par l'INSERM, mais FCRIN s'appuie aussi sur les hôpitaux, sur le CNCR, sur les universités. Les industriels sont représentés au conseil de gouvernance via l'ARIS. Et enfin, ECRIN, je vous ai dit que FCRIN était le partenaire français de l'ERIC ECRIN. Et donc, ECRIN siège également au conseil de gouvernance de l'infrastructure. Voilà un petit peu le schéma. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, FCRIN, c'est un méta-réseau ou un réseau de réseaux d'excellence en recherche clinique. En fait, l'infrastructure réunit 4 types de composantes complémentaires. La première, les composantes majoritaires, ce sont des réseaux d'investigation clinique. Il y en a 16 aujourd'hui. À ces réseaux d'investigation sont associés des réseaux d'expertise transverses. Il y en a 3 à ce jour. Et enfin, une plateforme de support à la recherche clinique qui va proposer des expertises en termes de méthodologie ou de support dit plutôt à la promotion. Et enfin, dernier type de composante, c'est une cellule de coordination nationale. Donc, si
si vous regardez un petit peu comment est construit ce méta-réseau, en fait, il y a cette cellule de coordination nationale qui est un petit peu le siège de FCRIN et qui va assurer des fonctions un petit peu comme le siège des entreprises. Et ensuite, il y a je dirais, des business units. Il y a des industriels dans la salle, peut-être qu'ils vont me comprendre, c'est-à-dire des entités autonomes qui vont travailler, être opérationnelles dans leur domaine, mais qui appartiennent à un ensemble avec lequel ils vont interagir. Donc voilà aujourd'hui la photo de ce qu'est FCRIN. Vous pouvez voir les 16 réseaux de recherche et d'investigation clinique, vous les avez affichés ici. Et si je fais jouer voilà, l'animation, vous trouverez le réseau Immediate voilà, qui est représenté. Donc ce sont des réseaux de recherche, d'investigation qui ont ces deux valences, excellence scientifique au niveau national, ce qui est exigé, expertise en recherche clinique et capacité d'investigation. Donc, vous verrez qu'en termes de thématiques, donc les thématiques sont un petit peu dispersées. Alors, il y a quand même un certain nombre de réseaux qui travaillent sur les pathologies cardiovasculaires, avec FACT, maladie cardiovasculaire, avec INIS-RCT qui est maladie cardio-rénale. On force, on va dire, c'est obésité et tout ce qui peut être relié. Donc, on a également des innovitives, maladies veineuses thromboemboliques. On a quand même des réseaux qui sont plutôt orientés neurologie, avec NSPARC, avec maladie de Parkinson. On a FCRIN4MS avec la sclérose en plaques, FPSINET avec les maladies psychotiques, bon, qui est plutôt psychiatrie. Donc, le Strokeling qui est l'AVC, donc on est un petit peu intermédiaire. Et puis ensuite, des maladies, on va dire, qui sont orientées sur l'inflammation, auto-inflammation, immunité, avec donc évidemment Immediate, Irevac pour le vaccin, sepsis pour, Crix-Triosette pour le sepsis. Vous voyez, bon, il y a quand même, on peut dire, des grandes lignes. Mais pourquoi cette dispersion? C'est parce que jusqu'à présent, ces réseaux ont été labellisés et intégrés dans l'infrastructure suite à une candidature spontanée. Donc, on n'a pas choisi les pathologies, on a laissé les porteurs de projets venir vers nous, sachant qu'on allait labelliser et s'appuyer sur l'existant et choisir des réseaux existants et compétents et qui ont un leadership au niveau national. Les réseaux d'expertise, il y en a 3, je vous les ai mentionnés. Orphandev, qui est spécialisé dans les maladies rares, et je pense qu'Orphandev interagit pas mal avec Immediate pour ses recherches et ses projets. On a Tech4Health qui est spécialisé dans le dispositif médical et RECAP qui est orienté en épidémiologie. Enfin une plateforme qui est la plateforme Euclid et qui est basée à Bordeaux et qui s'investit beaucoup sur des projets européens, en particulier donc projets de grande envergure. Et la coordination nationale, le siège de FCRIN que je représente aujourd'hui. Donc le tout fait que FCRIN aujourd'hui, c'est une marguerite avec 21 pétales. Alors, malgré tout, même si je vous ai dit qu'il y avait une certaine dispersion dans les composantes et notamment dans les thématiques des réseaux, chaque réseau a reçu une feuille de route qui est commune, qui est assez large, mais qui est commune, et qui s'est appuyée initialement avec un objectif, c'était faire de la recherche clinique, mais ambitieuse, donc avec des projets complexes, de grandes envergures, et notamment avec des financements européens, aller chercher des financements européens, et Immediate a été un très très bon élève à ce sujet, puisqu'évidemment, le réseau a décroché un gros financement avec le projet Immunet, et également travaillé avec des industriels. C'était les mots d'ordre qui étaient donnés lors de le premier mandat de FCRIN. Second mandat 2020-2024, on s'est diversifié, on s'est élargi. Initialement, 8 réseaux. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y en a 16. Donc, on a travaillé, on a élargi l'infrastructure avec des nouvelles thématiques et on a essayé d'aborder au travers de ces réseaux certains challenges évidemment d'actualité, dont la médecine personnalisée, thérapie innovante et réponse aux situations d'urgence, évidemment. On a tous connu en 2020 ce qu'était une situation d'urgence. Et enfin, dernier point dans la feuille de route, c'était travailler avec ECRIN, l'infrastructure ECRIN. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ECRIN, donc c'est
une infrastructure qui est financée par l'Europe et qui s'appuie sur un certain nombre de pays pour aller déployer les essais cliniques dans chacun des pays et va proposer un support. Alors en général, c'est un triptyque avec support pour les démarches réglementaires, la pharmacovigilance ainsi que le monitoring, et donc va permettre aux promoteurs ou aux porteurs de projets de déployer plus facilement les projets, les essais, les techniques dans ces pays. Et de la même manière, lorsque un promoteur ou un porteur de projet européen vient en France, il peut passer par nous, FCRIM, pour aller trouver ces supports. Alors concrètement, qu'est-ce que, si on vient regarder dans le détail ce réseau FCRIM, qu'est-ce qu'est un réseau FCRIM? La feuille de route concrète opérationnelle, voici les quatre piliers qui sont demandés à ces réseaux. C'est un projet et une stratégie scientifique. Les réseaux FCRIM, ce ne sont pas que des machines à recruter, hein, même si c'est très honorable, mais on leur demande aussi d'avoir une réflexion scientifique et de générer des projets ambitieux, de proposer des outils scientifiques et opérationnels avec évidemment une expertise médicale, scientifique, méthodologique de l'investigation pour les promoteurs, qu'ils soient académiques ou privés. Proposer ou en tout cas avoir une liste de centres d'investigation intégrés au tissu national en s'appuyant sur des CIC, il y a beaucoup de réseaux qui s'appuient notamment sur des CIC, et être capable effectivement de proposer les meilleurs centres pour les projets, les centres les plus adaptés, de s'appuyer sur des cohortes, sur des files actives de patients et des biobanques. Ça, c'est des éléments importants également pour faire des recherches ambitieuses. Et puis de travailler sur des procédures communes pour également proposer ces procédures support pour améliorer la qualité des essais cliniques. Voilà un petit peu la feuille de route en termes d'outils scientifiques sur lesquels les réseaux doivent réfléchir et ont toute la légitimité de travailler au niveau national. Une organisation performante, alors là on parle de réseaux professionnels et on essaie, nous, à la coordination, d'amener ces réseaux à être le plus professionnel possible, de par une gouvernance forte, des règles de fonctionnement et qui associe effectivement au niveau national l'ensemble des forces, des ressources autour de la ou des pathologies qu'il intègre. Une démarche qualité et un modèle économique qui est le nerf de la guerre, puisque, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, FCRIM finance une petite partie des ressources, mais pas que. Il faut travailler à côté pour arriver à construire et à consolider les réseaux. Et enfin, un point important, c'est une adhésion au modèle FCRIM. Pourquoi? C'est parce que tout l'avantage aussi d'être dans l'infrastructure, c'est de pouvoir échanger avec les autres réseaux. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de OrphanDev Immediate, et je pense qu'il y a d'autres aussi collaborations qui ont été mises en place. Je sais qu'il y a peut-être en pédiatrie, en tout cas, on a un réseau en pédiatrie avec PetStar. Voilà. C'est avec Chrysalis pour les complications immunologiques des traitements anti-asthmatiques, et il y a avec IREVAC. Et voilà, donc c'est l'avantage de cette infrastructure, c'est-à-dire de rassembler des scientifiques d'excellence qui vont pouvoir aussi partager leur expérience et peut-être générer aussi des projets un peu innovants parce qu'ils vont rentrer ces projets avec plusieurs entrées et être abordés un petit peu différemment. Sachez qu'également, on a des exigences. Hein, avoir un label, c'est ça, une exigence. Et on accompagne les réseaux sur ces différentes thématiques et on leur demande de communiquer l'excellence scientifique, organisation structurée, etc. C'est ce que j'ai déjà décrit. Concrètement, c'est aussi un outil important. Et alors, j'ai dit tout à l'heure pour des promoteurs, bon, alors les réseaux peuvent être porteurs évidemment de projets, hein, proposer des projets, c'est leur rôle, mais aussi travailler pour des promoteurs et travailler main dans la main avec les promoteurs, puisqu'en fait, c'est un outil pour le tandem porteur de projet promoteur. Donc, promotion académique ou privée, les deux. Je vous montrerai quelques indicateurs tout à l'heure. Et donc, selon les réseaux, proposer évidemment des idées, support montage de projet, calcul des coûts. Alors ça dépend des réseaux. Hein. Certains arrivent à proposer ce type de prestations. J'ai parlé tout à l'heure du modèle économique. C'est vrai qu'on incite les réseaux à proposer ce type de support parce que ça fait rentrer un petit peu aussi d'argent pour payer les chefs projets, pour essayer d'animer et faire vivre ce réseau. Support à enquête de faisabilité et élaboration de stratégie de recrutement, ce sont des actions pour lesquelles les réseaux ont toute légitimité, non pas pour remplacer le promoteur
ou les coordonnateurs des essais qui sont là pour ça, mais pour aider, puisque le réseau, par définition, connaît très bien ses centres, connaît très bien ses capacités de recrutement, et donc va permettre de faire peut-être le lien ou d'aller plus loin dans la réalisation de ces missions. Évidemment, investigation, et en tout cas, booster l'investigation, c'est une des missions majeures. Alors, l'intérêt d'être dans cette infrastructure, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est collaborer et avoir des possibilités de collaboration au sein de l'infrastructure avec d'autres réseaux, d'autres approches scientifiques et d'autres pathologies. FCRIN apporte un petit peu d'argent, hein, des ressources financières, c'est-à-dire un chef de projet par an, donc renouvelable. Jusqu'à présent, on a réussi à payer la totalité de ce chef projet. Alors, la première vague, il y a eu un peu plus, parce qu'on avait un peu plus d'argent. Aujourd'hui, on se base là-dessus, en espérant que les réseaux arrivent à trouver dans leur environnement ou local, ou national, ou via des expertises ou des projets, des compléments de financement, sachant que l'idéal, malgré tout, c'est d'arriver à avoir 2 chefs projets. Certains réseaux sont parvenus à en avoir 2, voire plus, ce qui permet un certain confort aussi pour travailler. Un petit peu d'argent en termes de dotation de fonctionnement, et puis un soutien de la coordination, donc du siège de FCRIN. Il faut savoir qu'on n'est pas là que pour aller récupérer et prendre des comptes et demander des comptes, on est là aussi pour aider les réseaux lorsqu'ils rencontrent des difficultés. On propose des supports pour les aider à communiquer, pour aider à mettre en place un système qualité, ou en tout cas à se structurer pour devenir des réseaux professionnels et pas uniquement un club de chercheurs, cliniciens-chercheurs, qui est très bien, mais on souhaite qu'il y ait derrière des outils pour montrer, notamment au niveau international, que c'est un réseau qui est solide, qui est professionnel et qui va délivrer des services de qualité. On propose également un support en termes de gestion administrative, un support en termes juridiques, ça c'est quelque chose que je pense qui est assez apprécié. On a un cabinet de consultants spécialisé dans le droit de la santé, et donc on organise des webinaires 3 par an avec une actualisation sur tout ce qui est regulation, j'allais dire, c'est-à-dire des nouveautés en termes de régulation sur la santé et la recherche clinique. Et on propose également au réseau de poser des questions lorsqu'ils rencontrent un problème ou une question dans un essai, dans un projet auquel ils n'ont pas la réponse. Notre cabinet leur donne décortique l'actualité, décortique la réglementation, voilà, j'ai trouvé, et donc propose une réponse. Et également support en formation. Et ensuite, au niveau de l'infrastructure, évidemment, dynamique scientifique, visibilité, notoriété, et puis nous, on essaie d'aller auprès de nos financeurs pour aller récupérer plus de financement. Quelques notions de performance de l'infrastructure. Alors, juste pour vous montrer qu'effectivement, on a été évalué en fin de premier mandat, et finalement, les évaluateurs ont salué l'intérêt du modèle, et on a été reconduit pour un second mandat de 5 ans. Et on espère, puisqu'on arrive fin 2024 aujourd'hui, avoir le même écho auprès de nos financeurs pour être renouvelés. Quelques indicateurs ici, vous voyez à peu près l'envergure que représentent les réseaux FCRIN, en cumulé 2014-2023, avec plus de 800 projets qui sont en cours ou terminés. On ne compte pas les projets qui ont été à montage et qui ont été abandonnés. Donc, plus de 800 projets, 40% à peu près d'études qui sont faites au niveau international. Donc, on remplit l'objectif d'études et de projets ambitieux. On a à peu près 70% de promotion académique, beaucoup s'appuyant sur des CHU, promotion CHU, et puis 30% de promotion industrielle. Vous voyez que pour les industriels, on est quand même la moitié des projets, même si ce n'est pas promotion industrielle, la moitié des projets qui sont montés pour FCRIN, avec l'aide de FCRIN, sont montés avec un industriel, alors soit en promotion, soit en partenariat. Beaucoup de partenariats, notamment dans le cadre de PHRC. Donc près de 400 partenaires industriels. Et puis on arrive maintenant on a franchi le pas de 2000 publications scientifiques. Si vous regardez en bas à gauche,
on a quasiment un PHRC sur 5 qui associe un réseau FCRIN, ce qui montre un petit peu la place prise aujourd'hui par les réseaux FCRIN, sachant que bon, on a peut-être 16 réseaux de recherche clinique, mais en termes de maladies, ça représente relativement peu quand même, et donc ce qui prouve que l'activité de recherche est assez importante. Je me suis permise de montrer quelques indicateurs du réseau Immediate. Voilà, vous pouvez voir l'augmentation du nombre de réseaux au fil du temps. Voilà, et on arrive aujourd'hui à une quarantaine de projets qui sont essentiellement des recherches de type interventionnel et avec des financements essentiellement d'origine publique, mais pas que. Hein, il y a des 5% de projets, enfin 7%. 17%, pardon, des projets qui sont à financement industriel ou mixte. Donc, tout ceci est tiré d'une plateforme que l'on met à disposition des réseaux pour qu'ils puissent saisir leurs projets et ensuite générer leurs propres indicateurs. Les perspectives, et puis je pense qu'ensuite j'aurai terminé puisqu'on est dans une session où on regarde l'avenir. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'avenir puisque je vous ai dit que FCRIN avait 10 ans. Donc un peu plus de 10 ans d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, où nous en sommes, je l'ai précisé tout à l'heure, nous sommes à la fin du second mandat de FCRIN et nous sommes rentrés dans un processus d'évaluation comme on l'a fait à la fin du premier mandat. Et donc on demande à nos composantes, à l'ensemble des composantes, y compris à nous-mêmes d'ailleurs, à la coordination. On a rempli un rapport sur cette période de 5 ans et ce qu'on avait fait et où nous en étions. Et on soumet ces rapports à notre conseil scientifique qui est composé de 12 membres aujourd'hui, plus 4 membres spécialisés en méthodologie. Donc ces 12 membres, donc conseil scientifique international, vont évaluer les rapports et remettre à notre conseil de gouvernance des recommandations. On maintient ce réseau qui a du potentiel, qui travaille bien, qui a une bonne activité, où on vous recommande d'arrêter de le financer. Voilà, donc on est un petit peu en stress en ce moment. Bon, je pense que la plupart, je ne fais pas trop de soucis, mais bon, voilà, c'est le jeu, il faut jouer le jeu parce qu'on ne souhaite pas donner des financements à vie, c'est comme ça, il faut se remettre en cause de temps en temps. Et puis, bon, cette évaluation va nous permettre aussi de rédiger un rapport, nous, pour nos financeurs, puisqu'on a appris il y a 2 jours que FCRIN, toute l'infrastructure allait être évaluée. Et on a reçu une trame de rapport. On doit rendre le rapport le 28 mars précisément, donc c'est demain. Et donc on se servira des rapports qui nous ont été communiqués pour faire une synthèse et remonter l'excellence scientifique et de recherche qui a été faite au cours de ces années. Et on espère effectivement que suite à ce rapport qu'on va rendre, et c'est le challenge, on soit renouvelé en termes de financement. Je vous ai montré tout à l'heure les 2 types de financement. Hop, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être remonter juste, j'en ai terminé, j'en suis à la 16. Voilà. Voilà, et le dernier challenge, et c'est pour ça qu'au-delà de simplement être renouvelé en l'état, on a reçu une lettre de cadrage le 13 janvier 2023 qui proposait à FCRIN de remplir de nouvelles missions, alors certaines que l'on a l'habitude de remplir, c'est-à-dire une extension du périmètre. Voilà, vous marchez bien, les réseaux FCRIN dans cette dynamique travaillent bien, c'est positif, donc il vous faudrait essayer de construire des réseaux ou d'accompagner des réseaux, de nouveaux réseaux dans d'autres thématiques médicales qui ne sont pas aidées, qui ne sont pas accompagnées. Donc ça, on sait à peu près le faire et je pense qu'on devrait y arriver. Deuxième challenge, structurer la recherche en soins primaires. C'est une recherche qui est complexe à structurer. Donc voilà, ça c'était deuxième mission. Et troisième mission, essayer de dynamiser, de mettre en place une organisation qui va permettre de déployer en France des essais pérennes. Et en l'occurrence, ce sont des essais plateformes ou essais nichés. C'était inscrit comme ça dans la lettre de cadrage. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de la recherche clinique et avec notre gouvernance. Et on a rendu une copie
au mois de juillet, alors enfin 2 temps, donc une fois en avril et une autre fois en juillet, et en proposant donc un certain nombre d'actions pour répondre à ces 3 objectifs, à ces 3 challenges. Et on est en attente du retour de l'ANR. On n'a toujours pas de retour. On ne sait pas si notre proposition sera retenue ou pas, complètement ou pas. Voilà, donc on attend. On est assez impatient, sachant on est prêt, on est sur les starting blocks, puisqu'on a déjà fait une première évaluation des potentiels essais pérennes que pourraient porter nos réseaux. On en a sélectionné, présélectionné, on va dire. On sait qu'il y en a qui sont en incubation, donc on est prêt à le faire, on est prêt à les accompagner. On a également déjà travaillé avec les acteurs du soin primaire pour qu'ils puissent déjà s'organiser et proposer une structuration. Et enfin, extension du périmètre, on a notre calendrier, on est prêt à appuyer sur le bouton pour lancer la 4e campagne de labellisation. Et donc, on espère que ce retour sera positif et assez rapide. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Donc, vous voyez finalement une progression, on avance. On part finalement je ne veux pas dire d'objectifs assez faciles et modestes, parce que ces cliniques complexes, et notamment un financement européen, c'est compliqué, c'est ambitieux, mais au fur et à mesure que le temps passe et que l'on avance, on se donne et on donne à nos réseaux, parce que c'est surtout nos réseaux qui travaillent, on donne de nouveaux challenges pour s'adapter à la recherche clinique de demain. Voilà. Je vous remercie.